pour le protocole. Bienvenue à la séance ordinaire du mois de décembre. Je vais souhaiter joyeuses fêtes à tout le monde, puis je vais le refaire à la fin. Donc, bonne réunion, on pose des questions à la fin comme d'habitude. Et je présume, je ne vois pas de nouvelles figures dans la salle, donc on va faire la réunion en français parce que tout le monde comprend le français. Donc, membres du conseil, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Y a-t-il des modifications ajoutées? Non. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Plateau, je propose? Oui. Soumettre avec 952? Oui. OK, on va rajouter au point 952 à l'embauche de M. Éric Potvin comme préposé au voisin. OK. Madame Plateau, vous proposez avec le. Merci. 3.1, adoption des procédures verbaux. Vous avez pris connaissance du procès verbal de la séance du 9 novembre 2022. Y a-t-il des questions, modifications? Non. Est-ce que j'ai un proposeur? M. McLaurin propose. Tout le monde est d'accord? Merci. 3.2, procès verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 22 novembre. Y a-t-il des questions, commentaires? Non. Est-ce que j'ai un proposeur pour Mme Cossette propose? Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 3.3, procès verbal de la séance du Conseil local du patrimoine du 10 novembre. C'est la première réunion, si je ne me trompe pas, officielle du comité. M. McLaurin est membre de ce comité-là, donc vous proposez l'adoption, M. McLaurin? I do. Could I just make a comment? Sure, absolutely. We've had 2 meetings so far, and I'd like to just let everybody know who might be interested. The members of that committee that I've met so far are amazing. There are people with a lot of experience at looking at patrimoine and architectural merits, and have been working for the feds and the provincial government and so on. So we are very pleased to have such resources in our town. And they're all volunteers, and it's very nice. Good stuff. So you propose the. I do. Thank you very much. Procès verbal de la séance du comité consultatif en environnement du 9 novembre 2022. On a pris connaissance du procès verbal. Y a-t-il des questions, commentaires? M. Saunier, est-ce que vous proposez? Je propose. M. Saunier propose, tout le monde est d'accord? Merci. Point 4. Vous avez pris 4.1, pris connaissance du rapport de notre directeur général concernant son rapport mensuel d'activité. Y a-t-il des questions? 4.2, rapport sur l'utilisation des pouvoirs délégués. Vous avez pris connaissance du rapport. Y a-t-il des questions pour le dernier mois? Ça va? Rapport sur les transferts budgétaires. M. Lépine, avez-vous des commentaires? Non. Membre du conseil, y a-t-il des questions? Non. C'est pour le dépôt. Merci. 5.1, bordereau de dépenses. Monsieur Louis. Oui, j'ai revu le bordereau de dépenses pour la période du 1er au 30 novembre 2022, qui s'élève à 2 784 957 $. Et j'en recommande l'adoption. Ça, c'est le plus grand. Le plus haut. Plus haut qu'on a jamais eu. Oui, au moins depuis les 20 années. Quand même. Il y a des bonnes chances que ce soit des personnes de la chose. De la ville, ouais, c'est pas mal ça. C'est un budget de 32 millions par année. Ouais, ça marche pas comme ça. OK, donc proposé par M. Lemay. Tout le monde a des questions. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. M. Lépine, on a déjà parlé budget, alors on va parler d'état des activités financières pour 2022. Oui, bien alors il reste 2 semaines. Alors, sur les états financiers sont au 30, là, mais on se dirige vers une fin d'exercice avec un léger surplus là, qui devrait, comme je l'ai mentionné il y a quelques minutes, avoisiner les 200 000 $. On ne s'attend pas nécessairement à de très très grandes surprises. On a été quand même assez bien ménagé par Dame Nature du côté du déneigement, donc ça s'annonce assez bien. On verra ce que la tempête de vendredi va nous laisser. Il doit y avoir de l'activité. Bref, donc on a encore des entrées de revenus à venir, entre autres sur les droits de mutation. Là, il manque encore 2 mois là, à venir et à comptabiliser. Ça s'annonce bien. Excellent. 5.4.1, adoption du règlement. Puisqu'on a adopté le budget, là, il faut adopter les règlements sur les taxes, tarifs, frais de service et compensations. Donc, je pense qu'on a fait un résumé tout à l'heure. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, M. Lépine. Non, en fait, c'est le règlement annuel donc pour l'exercice financier 2023.
et qui est ajusté avec les taux que le Conseil vient de voter dans le budget 2023. Donc, qui propose l'adoption du règlement sur les taxes? M. Lemire propose, tout le monde est d'accord. Et tous les règlements adoptés seront sur le site web de la municipalité d'ici la fin de la semaine? Oui, absolument. 5.4.2, calendrier 2023, des séances du Conseil. Donc, considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires de la prochaine année en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Il est proposé d'adopter le calendrier ci-après relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour 2023 qui se tiendront les mercredis et débuteront à 19h30. Donc, normalement, c'est le deuxième mercredi du mois, à part de janvier, qui est le troisième, pour qu'on puisse avoir un petit break au niveau des fêtes. Donc, les dates sont les suivantes. Le 18 janvier, le 8 février, le 8 mars, le 12 avril, le 10 mai, le 14 juin, 12 juillet, 9 août, 13 septembre, 11 octobre, 8 novembre et 13 décembre. Et qu'on va mettre un avis public du contenu du présent calendrier sur le site web de la municipalité, conformément au code municipal. Est-ce que j'ai un proposeur pour les séances? On propose. Pat Note propose, tout le monde est d'accord? Merci. 5.4.3, dépôt, déclaration d'intérêt pécuniaire des membres du conseil. Donc, chaque année, on doit énumérer sur un formulaire tous nos intérêts pécuniaires. Donc, je pense que la majorité l'ont déjà fait. Est-ce que c'est pas tout fait? Oui. Bon, donc, c'est au dépôt? Oui. Nomination des maires suppléants. Donc, considérant que le Code municipal du Québec prévoit à l'article 116 le pouvoir de nomination d'un maire suppléant autorisé à agir pour la municipalité en cas d'absence du maire. Il est proposé de nommer les conseillers suivants, maire suppléant pour une période de 2 mois chacun. Donc, du 1er janvier au 28 février, c'est M. Gilles Saunier. S'il arrive quelque chose, M. Saunier va prendre la relève. Du 1er mars au 30 avril 2023, c'est Mme Patnaud. Du 1er mai au 30 juin, Mme McLeod. Du 1er juillet au 31 août, M. McLaurin. Du 1er septembre au 31 octobre, Mme Cossette. Et du 1er novembre au 31 décembre, M. Lemire. Donc, qui propose les maires et maîtresses? M. Saunier propose. On est d'accord? Oui. Merci. Approbation d'une convention avec Basler Enterprises Inc. pour l'acquisition des lots 3 736 572, 3 923 313, 3 737 105 et 4 474 782 et autorisation de signature. Ça, c'est les lots dont je vous parlais tout à l'heure qui sont à l'est d'ici, le bâtiment dans le parc Bellevue et les lots en bordure du chemin du lac. Donc, attendu que la municipalité et les entreprises Basler ont entrepris en décembre 2021, ça a pris du temps, mais on a réussi, des pourparlers concernant l'acquisition des lots énumérés précédemment par la municipalité. Considérant que la municipalité a inscrit le 9 décembre 2020 une réserve pour fin public, conformément à l'article 79 de la loi sur l'expropriation. Mais je veux être clair que ce n'est pas une expropriation, c'est une entente de gré-à-gré. Considérant que cette réserve a été renouvelée le 21 novembre 2022 pour une période de 2 ans, conformément à l'article 81.2 de cette loi, attendu que les parties en sont venues à une entente de principe afin de procéder à la vente des 10 lots par les entreprises Basler à la municipalité pour une somme de 2,4 millions de dollars. Considérant que la municipalité souhaite acquérir les 10 lots pour des fins municipales diverses, notamment le plein air, les espaces verts, les loisirs, attendu, les membres du conseil ont pu prendre connaissance du projet de convention d'acquisition. Il est proposé d'approuver les termes du projet de convention intervenu avec les entreprises Basler pour les acquisitions des lots, d'autoriser le maire, le directeur général, à signer pour et au nom de la municipalité la convention d'acquisition et de rendre l'autorisation de signature ci-haut stipulée conditionnelle à l'entrée en vigueur d'un règlement d'emprunt pourvoyant au financement de l'acquisition prévue à la présente. Donc, qui propose la convention? M. McLaurin propose. Tout le monde est d'accord? Oui. On a fait un grand pas en avant ce soir. 5.4.6. Entente intermunicipale des services de traitement des demandes de permis et d'inspection avec la municipalité de Lac-des-Saisiles. Oui, alors il y a déjà quand même quelques mois, votre humble serviteur avec sa consoeur de Lac-des-Saisiles ont tenu quelques échanges concernant la prestation de services pour l'émission de permis en vertu des
règlement d'urbanisme de la municipalité de Lac-des-Saisiles, ainsi que pour certaines inspections reliées à ces permis. Les gens de la municipalité de Lac-des-Saisiles nous avaient approchés parce qu'ils ont font face à des difficultés majeures et importantes dans le recrutement de main-d'œuvre. Ils sont frappés de plein fouet par la pénurie, ne sont pas à mesure d'assurer un certain nombre de services, particulièrement les services liés à l'urbanisme. Donc, ils ont fait appel à la municipalité et nous nous sommes entendus sur les modalités de cette prestation de service par la municipalité de Mornite à la municipalité de Lac-des-Saisiles. Il y a un projet d'entente intermunicipal qui est soumis donc aux membres des 2 conseils municipaux qui contiennent tous les éléments nécessaires, toutes les modalités convenues. Essentiellement, il y a des inspecteurs du service de l'urbanisme de Mornite qui traiteraient les demandes de permis, qui vont traiter les demandes de permis de la municipalité de Lac-des-Saisiles les vendredis après-midi, soit en dehors des heures d'ouverture régulière de la municipalité, et ce, aux frais entiers et complets de la municipalité de Lac-des-Saisiles. Donc, Lac-des-Saisiles va payer, il va payer également des frais d'administration, et donc la présente résolution vise à obtenir l'approbation du Conseil pour qu'on puisse continuer d'aller de l'avant. Qui propose de louer nos inspecteurs à Lac-des-Saisiles? Lucas propose, tout le monde est d'accord. Je pense que les inspecteurs sont contents d'avoir des revenus supplémentaires, puis la municipalité de Lac-des-Saisiles est contente d'avoir des inspecteurs, parce qu'ils n'avaient pas. C'est juste le vendredi après-midi. Juste le vendredi après-midi, effectivement. Donc, il y a pas de, ça n'affecte pas les services au niveau de la municipalité. 6.1, rapport mensuel du directeur du service d'incendie. Avez-vous des questions? Non. Peut-être juste mentionner que notre service d'incendie a participé à combattre le feu au Mont-Gabriel avec 12 autres services d'incendie il y a 2 semaines. Ils ont quand même réussi à limiter les dégâts de façon assez importante. Là. Je pense que tous les services d'incendie doivent être félicités pour l'intervention qui a lieu à Sainte-Adèle pour l'hôtel Mont-Gabriel. 6.2, rapport d'activité du service de police de la Sûreté du Québec. Ben, on n'a pas encore de rapport pour la Sûreté du Québec. On a 6.3.1, embauche de pompiers juniors. Oui, alors, le service de sécurité incendie, là, conformément aux politiques en vigueur et à la Convention collective des pompiers, a procédé à un appel de candidature pour combler les postes disponibles et vacants de pompiers à temps partiel et sur appel. Il y avait un comité de sélection formé du directeur et du directeur adjoint du service qui ont procédé à l'analyse des candidatures reçues et aux entrevues appropriées. Ils ont déposé leur rapport et leurs recommandations. Et ces recommandations-là sont à l'effet d'autoriser l'embauche de messieurs Michael Duhem et Christian Trudel à titre de pompier junior à temps partiel sur appel aux conditions prévues, aux politiques en vigueur et en vertu de la Convention collective. Merci beaucoup. Donc, Mme Leclerc, vous posez la route. Oui. Merci beaucoup. On est d'accord? Oui. Juste pour ceux qui connaissent le nom de Michael Duhem, c'est aussi notre inspecteur en urbanisme. Donc, pendant qu'il est inspecteur en urbanisme, il n'ira pas sur les incendies, mais il va être chez nous le soir et les fins de semaine pour aider notre brigade des incendies. Donc, félicitations aux 2 pompiers pour intégrer notre service de sécurité incendie. 6.4.1, mise à jour du plan municipal de sécurité civile. Alors, je voulais ajouter depuis lundi, j'ai osé le faire parce qu'il ne s'agit pas vraiment de mise à jour importante au niveau du contenu, mais simplement des mises à jour sur les intervenants dans le plan municipal de sécurité civile. Donc, on a des fois quelques employés qui bougent, qui ont changé de poste ou qui ont quitté. Donc, c'est une mise à jour de ces listes-là, mise à jour des numéros de téléphone des intervenants requis. On l'a un peu bonifié avec quelques cartes. On va dire qu'on a appris quand même beaucoup de l'expérience qu'on a vécue pendant la pandémie, mais l'essentiel du contenu demeure là. Parfait. Qui propose la mise à jour du plan de sécurité aussi? Mme Leclerc propose, tout le monde est d'accord? Oui. 7.1, rapport mensuel du directeur des travaux publics. Vous avez pris connaissance du rapport de M. Dufault aussi. Y a-t-il des questions? On donne un petit résumé, juste un nouveau département. Oui, écoute, il se prépare pour la neige. Ouais. C'est ça le résumé. C'est en de l'année, c'est ça. Il se prépare pour le déneigement, il prépare les camions. À ce moment-ci, je vais demander à mon collègue, le maire suppléant, M. Lemire, de prendre la réunion, parce que c'est une résolution qui concerne des River Excavation, donc je suis de remplir. Considérant la résolution 162.05.22
relative à l'octroi d'un contrat de construction pour la réfection de chaussée du rang 2, rue Belle-Île, chemin Lakeshore, chemin de Christyville et rue Groux, à David Rydell Excavation et Transport, considérant le règlement 571-29 sur la gestion contractuelle, considérant que les travaux prévus au dit contrat ont été réalisés conformément au devis, attendu que le directeur des travaux publics et des infrastructures et les ingénieurs du projet recommandent l'acceptation provisoire des travaux suivant la recommandation et les pièces justificatives jointes à la présente, il est proposé d'accepter la réception provisoire des travaux prévus au contrat octroyés dans la résolution 162-05-22 pour la réfection de chaussée des rangs au site de la rue Belle-Île, chemin Lakeshore, chemin de Christyville et rue Groux, suivant une retenue de 5 tel que recommandé par le directeur des travaux publics et les ingénieurs au projet. Qui propose? Je propose. Madame Leclerc propose. Bon. Donc, on va aller au point 7.2.2, contrat acquisition d'un camion de déneigement. Donc, considérant les exigences et besoins de la municipalité en matière d'acquisition de véhicules, considérant le programme triennal de mobilisation 22, 23, 24 de la municipalité, considérant que l'estimé des coûts du contrat pour l'acquisition des camions de déneigement fondé sur l'historique des dernières années, attendu que l'administration a procédé à un appel d'offres public via le SAO pour l'achat d'un camion de déneigement 6 roues 4x4 9 année 2023, attendu le règlement 571-2019 sur la gestion contractuelle, considérant que la municipalité a reçu une soumission dans les délais prescrits par le devis, soit l'Eurocam Montréal, au prix de 356 422,50 incluant les taxes, considérant l'article 936 du Code municipal du Québec, considérant que la soumission déposée est conforme au devis, considérant que les vérifications requises par la loi ont été effectuées et que le soumissionnaire possède les attestations requises par l'Agence du revenu du Québec et n'est pas inscrit au registre des entreprises non autorisées, il est proposé d'octroyer un contrat à Globocam Montréal pour l'acquisition d'un camion de déneigement neuf de marque Western Star, c'est marqué à la résolution, qui est pareil à nos autres camions 4x4, pour un montant de 356 422,50, taxes incluses selon les termes du devis, d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité tout document devant donner suite à la présente résolution. Juste pour expliquer aux gens de la salle, c'est un remplacement de camion 2010 qui est fait par aussi le nouveau camion. Qui propose? Mme Personne propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 7.2.3, modification au contrat, service professionnel en ingénierie, chemin Watchorn. Oui, donc en septembre 2016, il y a eu adjudication d'un contrat de service professionnel en ingénierie pour le chemin Watchorn de 60 277 taxes incluses. L'adjudication avait été faite conformément au règlement sur la gestion contractuelle. Il y a une demande de modification du contrat par le service des travaux publics et des infrastructures approuvé par son directeur, qui est justifié par un ajustement réel au nombre d'heures effectuées à la demande de la municipalité par les professionnels impliqués. On comprend que c'est un projet qui a cheminé là, pendant quelques années, là, depuis 2016. Donc, il y a une modification qui est demandée pour refléter là, les heures exactes qui ont été effectuées sur le terrain. Modification de 13 800 $. Parfait. Qui propose l'ajustement du contrat pour service professionnel? M. McLaurin, tout le monde est d'accord? Merci. 7.4, rapport sur le traitement des demandes et requêtes. Vous avez pris connaissance du rapport. Y a-t-il des questions? Une question. 7.6.1, demande d'aide financière, programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration. Oui, alors c'est le volet qui est communément appelé, plus communément appelé la subvention du député, donc de 13 366 $, pardon, on finit par l'avoir. Donc, il s'agit de la résolution pour approuver la reddition de compte là, pour la façon dont cette somme-là a été dépensée pour l'année 2022. Donc, qui propose l'acceptation du 19 000 de Mme Gondin? Mme Patnaud propose, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. Et en la remerciant, en espérant qu'elle va continuer à vous appuyer dans nos dépenses de route.
762 demande du ministère des Transports relativement à l'utilisation des chemins municipaux à des fins de détour. Donc, on a parlé de ça au niveau du caucus lundi soir. Il y a un ponceau à changer sur la route 329, juste au sud du chemin Kirkpatrick. Et le ministère des Transports nous demandait de faire un détour par le chemin Mille de Maripica et Lac Éco. Et on refuse de faire un détour par là parce qu'on pense qu'il y a un détour qui est meilleur par le chemin Mille et l'Ouest et Kirkpatrick qui va faire le tour du ponceau et qui va affecter beaucoup moins de gens dans ce secteur-là. Et au niveau de la géométrie, je pense que ça va être plus facile pour les véhicules. Donc, ce soir, on va refuser, je vous propose de refuser le détour tel que présenté par le ministère des Transports. Donc, qui propose de refuser le détour? Je souligne. M. Saunier propose. Tout le monde est d'accord? Oui. On va refaire des discussions avec le ministère des Transports pour les convaincre de notre proposition. 763, modification au contrat service professionnel de laboratoire de sol 2022. Monsieur. Oui, un contrat initial octroyé en mars dernier au montant de 36 883 et 98 taxes incluses, adjudication qui avait été exécutée suivant les dispositions du règlement sur la gestion contractuelle. Il y a des ajouts qui ont été demandés par la municipalité, des travaux additionnels qui étaient non prévus. Donc, pour 12 790,49 $. Donc, il n'y a pas de crédit supplémentaire à prévoir là-dessus. Les crédits étaient déjà disponibles dans les budgets qui avaient été votés en 2020. Merci. Qui propose la modification du contrat pour les tests de sol? Mme Cossette propose. Tout le monde est d'accord? Oui. 764, contrat de fourniture de luminaires de rue au DEL avec Service Connex. Donc, ceux qui suivent un peu les réunions du conseil municipal, vous avez vu qu'on voulait procéder en 2023 au changement de toutes les lumières de rue de la municipalité par des DEL pour sauver de l'énergie. Et puis, c'est un projet qui va être rentable au niveau électrique à l'intérieur de 5 ans. Donc, on va procéder avec le remplacement des lumières de rue par des lumières au DEL. Donc, il y avait à l'intérieur de ce contrat-là des termes spéciaux pour les lampadaires qui sont dans l'emprise du ministère des Transports. Donc, il fallait qu'on rajoute des articles au niveau du contrat pour inclure les modifications requises par la NTQ quand on ajoute ou on modifie des lampadaires à l'intérieur de leur emprise. Donc, qui propose les modifications du contrat avec Énergère? Mme McLeod propose, tout le monde est d'accord? Oui. Juste peut-être pour informer aussi les gens de la salle, on a décidé d'avoir des lumières au DEL plus jaunes que blancs, qui sont un petit peu plus moins frappants, moins perçants au niveau de l'éclairage. On devrait voir ça au courant de 8.1, rapport mensuel de notre directrice en urbanisme. Il y a des questions concernant le rapport de Mme Durand. 8.2, rapport sur les permis et certificats. Donc, il y a eu 63 maisons neuves bâties à Montréal cette année, qui est en nette baisse des 2 dernières années de pandémie. Donc, on pense qu'on a pogné notre rythme de croisière normal, ralentir le développement un peu. Et dans les prochaines résolutions, un petit peu plus loin, vous allez voir, on va faire l'adoption des nouveaux règlements d'urbanisme. Et on espère que ça va atteindre nos objectifs de conservation de l'environnement et du couvert forestier. 8.3, rapport de la Société de protection et de contrôle des animaux, on n'a pas eu. Donc, le rapport, on va aller aux dérogations mineures. Donc, 8.4.1, dérogation mineure, 10 rue Dionne. Monsieur. Oui. Alors, demande qui a été traitée suivant les dispositions donc, du nouveau et de l'ancien règlement, compte tenu de l'effet de gel qui est en vigueur actuellement. La demande, donc, en fait, il y a une demande qui a été déposée qui respecte les objectifs du plan d'urbanisme. Et la dérogation qui est demandée, c'est pour la marge de recul latérale gauche de 1,1 m d'un bâtiment accessoire, c'est-à-dire une remise qui est existante, alors que la réglementation en vigueur exige une marge de recul minimale de 2 mètres.
La recommandation du comité consultatif d'urbanisme qui a procédé à l'analyse de la demande, c'est de l'accepter à certaines conditions. Donc, un, qu'un panneau d'intimité soit installé avec l'accord des propriétaires adjacents. Deux, l'installation, l'entretien et les frais du dit panneau, donc que ces frais-là soient à la charge du demandeur. Est-ce que, c'est sûr qu'on ne voit pas l'écran, est-ce que vous voyez l'image à l'écran? Donc, membre du conseil, est-ce que vous avez des questions concernant la dérogation? Dans la salle, il y a des questions concernant la dérogation mineure. Mme Bergeron? Oui. J'aimerais savoir, est-ce qu'il pourrait y avoir une précision pour que le panneau d'intimité soit installé à 100% sur le terrain du distribution plutôt que sur la ligne de propriété? De cette façon-là, j'ai l'impression que ça favoriserait l'entretien par le propriétaire de façon claire et nette. Ben, j'imagine normalement, il met ça sur la propriété, non? Ben, légalement, il doit le faire, là, bien entendu, au-dessus du droit civil. On va s'assurer que ça soit fait de cette manière. Et puis, quelle est la durée de vie d'un entente comme ça? Parce qu'un panneau, c'est pas non plus un bâtiment et tout ça. S'il passe un autre dérecho qu'il met par terre et tout ça, c'est quoi la durée de vie de cette Ben, il condition? faut que la personne, si le conseil accorde la dérogation mineure, c'est de perpétuité. Donc, il doit maintenir les conditions qui sont inscrites à la dérogation mineure, sinon il doit déplacer son bâtiment. OK, merci. D'autres questions concernant la dérogation mineure? Ça va? Donc, on ferme la réunion de consultation à 20h. Donc, qui propose la dérogation mineure pour le 10 rue Dionne? Mme Patnaud propose, on est d'accord? Oui. Merci. 842 PIIA 75 rue des Trois-Pierres. Monsieur le Président. Oui, donc demande du propriétaire du 75 des Trois-Pierres dans la zone 7, donc soumise à l'approbation d'un PIIA. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié la proposition, recommande au conseil d'accepter celle-ci aux conditions suivantes, que le demandeur soumette un plan d'aménagement paysager signé par un professionnel compétent en la matière afin de se conformer au pourcentage d'espace naturel à conserver. Deuxième condition, qu'il y ait un dépôt de garantie financière d'un montant à être déterminé par le conseil, donc que ce montant-là soit exigé du demandeur et que cette garantie lui soit remboursée à la réception d'un rapport de conformité attestant que les travaux de reboisement ont été exécutés selon les dispositions et les conditions inscrites au certificat d'autorisation pour le reboisement. Donc, recommandation, en fait, dans la résolution, c'est d'accepter donc la demande d'émission du permis de construction pour le 75 des Trois-Pierres, selon les plans et devis soumis, et donc conditionnellement au versement d'une caution d'exécution d'un montant de 7 500 $, ainsi que la préparation d'un plan d'aménagement paysager signé par un professionnel compétent en la matière afin de garantir la conformité au pourcentage d'espace naturel à conserver en vertu du règlement. Voilà. Qui propose le PIA avec la caution pour le reboisement? Je propose. M. Lemay propose, tout le monde est d'accord? Merci. Ressources humaines, 851. Obtention, statut de personne salariée à l'essai de M. Michael Duhem. Donc, considérant les conventions, les dispositions de la convention collective des cols bleus et blancs de la mutualité. Attendu que M. Michael Duhem a été embauché à titre d'inspecteur municipal pour le service de l'urbanisme et de l'environnement le 13 avril 2022 et a un statut de personne salariée temporaire. Il est proposé de confirmer l'obtention du statut de personne salariée à l'essai de M. Michael Duhem, inspecteur municipal, et suivant les dispositions de la convention collective en vigueur. Qui propose le statut de M. Duhem? Mme Cossette propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. On va aller au règlement. Donc, si vous permettez, on va déposer et adopter les règlements. Et je vais vous faire moi et M. Lépine, on va vous faire un bref résumé à la fin de tous les règlements d'urbanisme. On va les mettre à l'écran. Il y a déjà une consultation publique et la fourniture de mémoire concernant les règlements d'urbanisme. Ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus. Et puis, on est rendu pas au bout de notre processus, mais pas loin. Il va rester l'approbation par les personnes excusez-moi, habiles à voter et l'approbation par la MRC qui devrait se faire dans les premiers mois de 2020.
Donc, M. Lépine, on va commencer. 861, dépôt, le rapport des consultations publiques pour le règlement 641-2022 du plan d'urbanisme. Oui, alors, Je veux juste finir la lecture. Le règlement 642 pour le règlement de zonage. Le règlement 643 pour le règlement de lotissement. 644 pour les permis de construction. Le règlement 645 sur les permis et certificats. Le règlement 646 pour les dérogations mineures. Le règlement 647 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Le règlement 648 sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble. Donc, M. Lépine. oui, donc je dépose les rapports des consultations publiques. Alors, ça comprend non pas uniquement le rapport de la consultation publique qui a été tenu au mois d'octobre dernier, mais fait un tour de l'ensemble des rapports qui ont été produits par écrit, les commentaires qui ont été produits par écrit par les citoyens, et tel qu'entendu avec les membres du conseil, les personnes qui ont participé donc à cette consultation publique-là et qui ont déposé des suggestions ou des commentaires ou des recommandations recevront donc une réponse pour chacun des éléments qu'ils ont soumis, que le conseil ait approuvé ou non la recommandation qui avait été formulée. Donc, tous ceux qui ont participé formellement vont recevoir une réponse par écrit à leur demande. Donc, membres du conseil, si vous permettez, on va commencer avec l'adoption du règlement 641-2022 du plan d'urbanisme. M. Lépine, voulez-vous donner les grandes lignes? Oui, alors le plan d'urbanisme qui a été déposé d'évolution récente des divers secteurs d'activité spécifiques à la municipalité. Excellent. Donc, pour débuter l'adoption, qui propose le plan d'urbanisme? Madame Paton propose, tout le monde est d'accord? Oui. On va aller à 863, adoption règlement 642-2022 sur le zonage. M. Lépine. Oui, alors dans le cas du règlement de zonage, ben, c'est le règlement et en fait tous les règlements qui suivent doivent être conformes et bien évidemment au plan d'urbanisme. Donc le règlement de zonage, lui, vient découper le territoire en zones, classer les usages des constructions selon les différents critères, régir dans chaque zone d'occupation du sol, notamment en prohibant ou en autorisant certaines constructions et certains usages. Il va viser également à développer le territoire de façon ordonnée au moyen du contrôle de l'utilisation des sols, va minimiser les inconvénients de voisinage, protéger l'intimité des gens, assurer la sécurité, la santé publique et le bien-être général de la municipalité. Il va venir aussi protéger les caractéristiques de certains milieux significatifs, contrôler la qualité des bâtiments, des enseignes, l'aménagement paysager et tenir compte de la vocation naturelle des territoires ou de leurs caractéristiques physiques. Parfait. Qui propose? M. Sournier propose l'adoption du règlement de zonage. Vous êtes d'accord? Oui. Merci. 864, adoption règlement 643 sur le lotissement. Oui, alors le règlement de lotissement, lui, permet de contrôler le découpage des lots sur le territoire. Alors, c'est ce qu'il définit. Il va restreindre le lotissement dans certains secteurs, il va régir les voies de circulation. Alors, le règlement de lotissement vient traduire qu'un projet soit réalisé malgré le fait qu'il déroge à l'un ou l'autre des règlements d'urbanisme de la municipalité. En clair, quand une dérogation n'est pas mineure, elle est majeure et elle est traitée suivant les dispositions de ce règlement. M. Sournier, est-ce que vous proposez? Je propose. Merci beaucoup. Vous proposez de M. Sournier, tout le monde est d'accord? Oui. À ce moment-ci, j'aimerais ça, M. Lépine, si vous pouvez juste projeter la carte de zonage. C'est fait. Donc, je vais juste faire un bref résumé des changements majeurs qu'il y a eu dans la réglementation. Ceux qui ont suivi un peu le processus, vous les avez déjà vus dans la présentation de Mme Durand. La présentation de Mme Durand, si je ne me trompe pas, est encore disponible sur le site web. Sinon, on va s'assurer de le mettre parce que ça résume très bien les modifications qui ont été apportées au règlement d'urbanisme. Donc, je ne sais pas si c'est trop petit ou non, mais je vais vous merci. Donc, c'est pas grave. Je vais juste expliquer un peu c'est quoi la définition de chaque zone. Donc, vous avez des zones, un qui s'appelle CONS, c'est les zones de conservation. Donc, il y a deux zones à vocation principale de conservation. Il y a le ruisseau Jackson et les terrains de ruisseau Sheldon, qui sont complètement en conservation. Il y a les zones AF.
Ça, c'est une zone agroforestière qui correspond au terre public sous CAP. Ça, c'est au nord-est de la municipalité. Il y a les zones REC, ça, c'est les zones récréatives. C'est 5 zones à vocation principale d'usage récréatif axées en majorité sur le plein air, dans lesquelles aucun usage résidentiel n'est autorisé. Certains usages récréatifs intérieurs sont également autorisés dans la zone REC. La superficie minimale requise pour toute subdivision de terrain de 16 000 dans la majorité, 16 000 m², dans la majorité de ces zones, sauf la zone REC correspondant à Skidmore Heights, dans laquelle la norme est augmentée à 20 000, afin d'assurer la protection de la station de ski. Si vous voyez les zones qui sont appelées les zones RF, c'est les zones résidentielles et forestières. Ça, c'est 11 zones à vocation principale d'usage résidentiel, permettant également les usages additionnels de type fermé. Les usages principaux de type agricole sont également autorisés dans 3 de ces zones. Ces zones correspondent à des secteurs moins densifiés de la municipalité dans lesquels nous retrouvons toujours de très grands lots non subdivisés. Afin d'assurer un certain contrôle sur le développement résidentiel, ces secteurs ont été ciblés pour de la très faible densité. Et les normes minimales de subdivision respectées dans ces zones sont de 16 000 m² ou de 4 ans. ARV, c'est les zones résidentielles. Il y a 36 zones à vocation résidentielle dans la municipalité. Les usages additionnels sont autorisés dans toutes les zones selon certaines normes. Le travail à domicile, les logements additionnels ou intergénérationnels, ainsi que la maison d'invités sont autorisés. Les superficies minimales de subdivision à l'intérieur du périmètre urbaniste, ça veut dire desservi par les secteurs d'aqueduc, varient de 2 000 à 4 000 m² selon la zone. À l'extérieur du périmètre urbain, la superficie minimale à subdiviser est de 8 000 m² de 2 ans. La majorité des zones autorisent uniquement l'habitation unifamiliale isolée. Cependant, à l'intérieur du périmètre urbain, les usages de duplex, triplex et multi sont autorisés pour aider éventuellement les résidences à logement, les logements à loyer modique, afin de respecter les normes de densité également du schéma d'aménagement. Les zones qui sont indiquées par I, c'est les zones industrielles, dans lesquelles aucun usage d'industriel lourd est autorisé et ils sont prohibés sur l'usage industriel lourd est prohibé sur l'ensemble du territoire municipal. Ça correspond au site de la carrière Miller ainsi que Gourmet du village actuel. Les zones qui sont indiquées mixtes, c'est des zones de mixité, ça dit bien, commercial et résidentiel. Ça assure une cohabitation adéquate entre ces usages. Seuls les usages commerciaux sans impact et de première nécessité de services sont autorisés. Ces zones sont localisées dans le périmètre urbain, donc l'habitation unifamiliale, duplex, triplex et multi sont aussi autorisées. À titre d'exemple, les usages commerciaux suivants sont autorisés, soit restaurant, épicerie, salon de coiffeur, fleuriste, pharmacie, vente au détail ou des services professionnels. Il y a également des zones C qui sont les zones commerciales. Il y a 7 zones à vocation commerciale qui sont majoritairement en bordure des axes principaux des routes du ministère des Transports. Tous les usages de type commerciaux sont autorisés dans ces zones puisque la municipalité ne peut prohiber d'usage sur son territoire, mis à part ceux interdits au schéma d'aménagement de la MSA. Tous les usages sans nuisance ou impact sont autorisés dans le noyau villageois et ceux à potentiel de nuisance sont autorisés plutôt en périphérie. Les autres changements importants dans le règlement d'urbanisme, on a instauré un PIA pour toutes les constructions neuves à une altitude de 350 mètres d'élévation ou plus, afin de limiter l'impact des constructions sur le paysage et le contrôle des lumières extérieures. Les constructions neuves doivent être munies de toilettes à faible débit et prévoir des infrastructures pour les véhicules électriques. Toutes les opérations cadastrales majeures et ayant pour effet l'ouverture de nouvelles rues sont également soumises au PIA, afin d'orienter ceux-ci vers des secteurs de moins d'impact sur l'environnement. Le tracé de la rue orienté vers les secteurs de moins impact doivent être déterminés par le biologiste. Des études confirmant la capacité des eaux souterraines sont requises pour tout projet de développement. Une marge de non-construction par rapport à un milieu humide ou hydrique de 30 mètres est requise pour les usages commerciaux, utilisant les matières dangereuses ou nécessitant une cour d'entreposage extérieure. Afin d'assurer la protection des milieux humides ou hydriques sur le territoire, lorsqu'une construction se rapproche à 1 mètre et moins de la marge, un plan de pitage par un arpentage géomètre sera requis. Et dans le plan d'urbanisme, on a ajouté l'objectif qui est axé sur le logement social. Suite aux consultations publiques,
On est conscient que le logement est devenu un enjeu majeur et il faut dorénavant y réfléchir. Je dois noter également que les plans, les projets intégrés sont présentement interdits sur l'ensemble du territoire de la municipalité. Ça n'a pas été concluant chez nous et c'était trop dense et ça ne respectait pas les critères d'aménagement de la municipalité. Donc ça, c'est un bref résumé de tous les travaux qu'on a fait au niveau du règlement d'urbanisme. Encore une fois, je remercie le Conseil pour les nombreuses réunions qu'on a faites là-dessus. J'aimerais remercier Mme Durand pour son travail là-dessus et toute son équipe, M. Lépine et toute l'équipe de la municipalité qui ont travaillé depuis les 2 dernières années là-dessus. Et notre consultante aussi, Mme Doyon, je pense qu'il a fait un travail superbe pour nous guider vers la nouvelle version de la municipalité de Montréal. Je pense qu'on est rendu sur l'ère moderne avec la protection du couvert forestier et on va essayer de limiter le développement effréné qu'il y a eu dans la municipalité au cours des 2 dernières années. Donc, merci à tout le monde. Les règlements sont adoptés. Donc, M. Lépine, juste la suite des choses pour les règlements. Alors, sitôt donc les règlements adoptés, ils vont être transmis à la MRC pour vérification de conformité au schéma d'aménagement. On doit prévoir également en janvier la procédure d'approbation des personnes habiles à voter pour les règlements de zonage et de lotissement. Donc, il y aura des avis publics qui vont être publiés au cours des prochains jours, qui vont donner les éléments à connaître là, pour ouvrir les registres pour les gens qui souhaiteraient donc soumettre l'approbation du règlement de zonage ou du règlement de lotissement à un référendum. Et par la suite, donc, si tout se passe bien et que les personnes habiles à voter approuvent le règlement, bien, il nous restera à attendre le certificat de conformité de la MRC pour l'entrée en vigueur. Excellent. Donc, bon travail tout le monde. Bon pas de l'avant, puis donnons à Jennifer les outils qu'elle a besoin pour faire prospérer notre municipalité. 9.1, rapport mensuel de notre directrice en urbanisme. Y a-t-il des questions? Non? 9.3.1, avis de motion et dépôt de projet, règlement 654-2022 sur la citation de l'Église unie du Canada de Montréal au patrimoine culturel local. Monsieur le Président. Alors, donc, suite à une recommandation formulée par le Conseil local du patrimoine à l'effet de citer l'immeuble de l'Église unie du Canada de Montréal au patrimoine culturel local, ça fait plaisir, Monsieur le maire, de vous soumettre ce projet de règlement conformément à la loi sur le patrimoine culturel. Et vous me permettrez peut-être de céder la parole à un membre du conseil ou l'autre qui voudrait procéder à la lecture de l'avis de motion. Moi, j'aimerais ça que M. McLaren nous lise l'historique de l'Église unie de Montréal. If you read the historical significance of the church. You don't have anything to read. Oh, you don't know? Hey, you want to take my question? Have you, Well, you can just resume it if you want. yeah. It's a resume. It's been, oh, you got it? Oh, look at this. I'm really out of date, you know. Okay. Well, no, we did that. Or just start with the citation. Okay, essentially, the United Church is a historical site from the point of view that it's been in the middle of town for many years. In fact, I think there were 3 altogether. This is the latest version. And I don't know what was the date of it. It doesn't matter so much when you talk about patrimoine and heritage. One of the things I've learned being on this committee is it doesn't have to be old. It has to have some cultural value to the town. And while that building is architecturally not particularly graceful or beautiful, it has very good acoustics. It has a whole lot of things that make it important to try and maintain. So what the committee has done is recommended to council, which we're doing tonight, that we approve this as a historical building in Warren Heights. And actually, we have buildings that are much older, but this is our actually first historic building that we have in the town. Because this committee was only formed and met in January, not even January, when did we meet? We met November, I think, the first time we met. So it was
created this year by the government, saying we all municipalities have to have a committee to look into patrimoine and culture, and so we did, and the first people that came to us was United Church, and we agreed, and so that's where we're at tonight. So this makes it possible for the church to apply for grants from the province of Quebec to do maintenance on the building. So the main reason, that's the main reason why they'd like us to do this. And we as a committee felt it was important that we did that, so here we are. So you're going to get the notice So of I motion. give notice of motion. Je vais faire un petit résumé en français. J'aimerais vraiment lire le texte qui est fait par M. Lépine avec l'aide du comité de patrimoine. Je pense que ça explique bien l'historique de l'Église à Morlaix. Donc, les premiers hameaux du canton de Morin ont été constitués au milieu du 19e siècle par des familles d'origine irlandaise. L'Église unie du Canada, dont l'édifice est situé au 831 chemin du village, était à l'origine une congrégation méthodiste fondée par ses premiers arrivants. À cette époque, le bâtiment de l'Église était situé sur le chemin du lac Rico. Détruite par un incendie en 1880, l'Église fut rebâtie en 1882 à l'emplacement actuel. Victime à nouveau d'une conflagration, l'Église fut reconstruite à l'identique en 1930. En plus d'être un lieu de célébration de culte, les locaux de l'Église unie servent de lieu de rencontre de divers organismes communautaires de Morlaix. L'édifice est ouvert à l'année sur demande. Le pasteur de cette congrégation contribue à favoriser les interactions entre les citoyens et prodigue un soutien important aux causes de justice sociale locale. Au début des années 1960, le sous-sol de l'Église servait de salle de classe alors qu'Edwin Holgate habitait Morlaix. Artiste peintre célèbre dans l'histoire de l'art du Canada, membre du Beaver Hall Group, apparenté au groupe des Sept, Holgate donnait des cours aux artistes et peintres amateurs locaux. En plus de servir les besoins de la congrégation, les fonctions du bâtiment se déclinent sur plusieurs chapitres, donc ceux de lieu de répétition et de concert pour la Joyful Noise Choir et chef-lieu de comité organisateur du festival Superfolk. La citation prévue au dit règlement est pour les motifs emblématiques suivants. C'est une des trois églises qui animent le paysage urbain de la rue du village de Morlaix. Cet édifice sert également de repère historique, identitaire et social à la communauté. Entouré de plusieurs bâtiments de la même époque et même plus anciens, l'édifice se veut un témoin de l'histoire du village et est cité en référence dans la littérature sur les sites patrimoniaux et touristiques de la municipalité. En résumé, cet édifice est et doit demeurer un catalyseur de l'esthétique architecturale et patrimoniale du village et un témoin de la qualité de vie de ses citoyens, valeur de la municipalité de Morlaix véhicule dans son plan de développement architectural, culturel et touristique. La citation prévue au règlement est pour les motifs architecturaux suivants. À l'origine, l'édifice comportait un seul volume rectangulaire, orné d'un portail de pierre des champs intéressant, mais sans aucun style particulier, ainsi qu'un petit clocher de bois. Cet édifice recouvert d'un crépi blanc a fort probablement été réalisé par des membres de la communauté locale. Les vitraux de la conception étaient attribués à l'artiste Kim Brewster en 1992, ornent les fenêtres de la nef à un vaisseau. Donc, le règlement entra en vigueur à la date de notification d'un avis spécial au propriétaire de l'immeuble, soit le 22 février 2023. Toute personne intéressée aura la possibilité de faire ses représentations auprès du Conseil local du patrimoine, conformément aux avis qui seront donnés à cette fin. Et le projet de règlement sur la citation de l'Église unie du Canada à Morlaix au patrimoine culturel local est déposé aux séances tenantes et expliqué par le directeur général. Je dois vous dire que la consultation publique pour un bâtiment qui est cité au patrimoine local ne fait pas l'objet de consultation publique auprès du conseil municipal, mais bien au conseil de patrimoine. Donc, le conseil du patrimoine va tenir une rencontre de consultation si les gens veulent bien le 22, 22nd February. Donc, l'avis de motion a été donné par M. McLaurin. On espère que l'Église va bénéficier des subventions requises pour faire le conséquent. Je pense que vous connaissez bien le peintre Holgate, hein, monsieur? Oui. J'habite la maison. Oui, c'est ça. Oui, je n'osais pas le dire. 951. Motion, remerciements et félicitations pour la récolte record de la guignolée du garde-manger des Pays d'en Haut. Donc, attendu que la guignolée est du garde-manger des Pays d'en Haut, c'est tenu le samedi 10 décembre dernier à Morlaix. Attendu que cette collecte a remporté une récolte record au niveau des fonds
Il est proposé de remercier la population, les bénévoles et tous les partenaires impliqués pour cette magnifique implication ayant permis de récolter un montant record, donc plus particulièrement Mme Monique Delisle, qui est l'organisatrice en chef de la municipalité, et tous les pompiers qui ont passé la journée, Mme Leclerc, aux 4 coins de Moornights, au Grand Froid, pour ramasser de l'argent pour le garde-manger des Pays d'en haut. Je pense qu'un des administrateurs du garde-manger est ici avec nous ce soir, M. Sutil, est administrateur au garde-manger. Donc, il connaît les implications et les besoins de la population au niveau de sécurité alimentaire. On est très fiers de nos pompiers qui ont ramassé 11 500 11 351. 11 351, c'est plus de 2 000 de plus que notre ancien record qu'on avait ramassé. Donc, félicitations à tous. Ça peut être unanime, Mme Boursin? Oui. Oui. Merci beaucoup. 952, puis vous ne l'avez pas là, mais on l'a rajouté en début de séance, c'est l'embauche de M. Éric Potvin à titre de préposé aux loisirs. Monsieur Lévy. Oui, alors, M. Potvin, qui est déjà ici à titre temporaire, était disponible. En fait, vous retrouvez peut-être cette résolution-là, vous allez me dire, ça ne fait pas tellement longtemps que c'est arrivé, mais celui qu'on avait embauché il y a quelques mois et a quitté au bout de quelques jours, était plus intéressé ou a eu une nouvelle opportunité. Donc, il a fallu retourner en processus de sélection. M. Potvin, donc, un très, très beau CV qui correspond exactement à ce qu'il est recherché comme proposé au loisir. C'est un employé qui était à la MRC des Pays d'en haut depuis 2, 3, même peut-être 4 ans. Donc, recommandation est faite d'entériner son embauche suivant les dispositions de la politique sur les conditions de travail du personnel du service des loisirs. Merci. Qui propose l'embauche de M. Potvin? Je propose. Mme Leclerc propose, on est d'accord? Oui. 961, embauche préposée à l'accueil patrouilleur, saison hivernale 2022-2023. Donc, M. Saunier, vous retirez de la séance? Oui. Ma conjointe travaille comme patrouilleur depuis 20 ans. Excellent. Donc, attendu le budget 2022 de la municipalité, attendu que l'embauche des patrouilleurs préposés est nécessaire pour l'opération des sentiers récréatifs et de ce qu'ils font. Attendu la recommandation de la directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et du directeur général. Considérant la politique de rémunération des employés du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, il est proposé d'entériner l'embauche des personnes suivantes à titre de préposés, patrouilleurs, pisteurs et d'entretien de sentiers de ski de fond pour toute la durée de la saison 2022-2023, selon les termes de la politique de rémunération des employés du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, Mme Sylvia Fendel à l'échelon 9, M. Normand Bouillon à l'échelon 4, Mme Élise Paquin à l'échelon 4, Mme Monique Roy à l'échelon 6, M. Carl Desforges à l'échelon 3, Mme Robitaille à l'échelon 3 et comme pisteur, M. Sam Kirkpatrick à l'échelon 2. Qui propose? Je propose. Vite ce soir, Mme Leclerc. Faut bien. Proposé par Mme Leclerc. Oui. Oui, permettez-moi peut-être de signaler, Mme la présidente, de noter l'abstention de M. Saunier, j'imagine. Oui, parfait, on avait parlé en début de résolution. Merci. 971, renouvellement d'entente de contribution aux opérations de la coopérative de solidarité santé globale. Monsieur le Président. Oui, alors dans ce dossier, donc, il s'agit de renouveler l'entente de contribution. Je ne suis plus sur le conseil d'administration de la Cour santé, donc ce n'est pas nécessaire d'inscrire, je pense. Ça va? Ça va? En fait, on n'a pas eu de chance. Non, c'est bon. J'ai terminé au mois d'octobre. Donc, renouvellement de l'entente de financement. Je voudrais vous signaler que la municipalité et la coopérative, la Cour santé, donc, avait déjà signé l'entente de financement en 2017. L'entente prend fin le 31 décembre qui vient. Recommandation est faite de renouveler cette entente de contribution pour une période de 3 ans à raison de 22 000 par année, subvention aux opérations. Voilà. Qui propose de. M. McLaurin propose, tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est pour la coop santé à Moornights. On peut continuer la collaboration avec eux. Puis ceux qui ont des. Je pense qu'on est rendu quasiment à 800-900 personnes qui ont une médecine de famille là-bas de la municipalité de Moornights. C'est un beau service. Les médecins sont excellents. 972, renouvellement de l'entente de contribution aux opérations de l'Association historique de Moornights.
Oui, cette fois-ci, donc, pour l'association historique, il y avait une entente en 2018, enfin, le 31 décembre qui vient. Recommandation qui est faite de renouveler cette entente pour une période de 3 ans à raison de 5 000 par année. Qui propose la continuité? M. Saunier propose, on est d'accord? Oui. Merci. Dans le conseil, vous avez pris connaissance de la correspondance reçue et envoyée par la municipalité. Y a-t-il des questions? Non. J'aimerais seulement m'assurer qu'on puisse répondre aux gens qui nous écrivent, parce que des gens, certaines personnes attendent des réponses. OK. Si on peut s'assurer de répondre aux gens qui écrivent. OK. Vous avez, si vous connaissez des cas particuliers, s'il vous plaît, les faire parvenir à M. Lévy. Parfait. Ceux qui demandent des réponses. Merci. Donc, on va aller, je vais commencer par le 12.2. 12.1, excusez-moi, c'est le maintien de reconnaissance du statut d'organisme reconnu au sens, reconnaissance du statut bilingue d'organisme reconnu au sens de la Charte de la langue française. Au caucus, cette semaine, on a parlé que l'OQLF devait nous envoyer un formulaire nous demandant si on désirait conserver ou non notre statut bilingue comme municipalité, puisqu'on ne rencontre pas les normes de 40%. Donc, ce soir, on va passer une résolution qui réaffirme notre désir de demeurer une municipalité officiellement bilingue à l'OQLF. Donc, considérant l'article 16 de l'Acte des municipalités et des chemins de 1855, loi ayant créé la municipalité de la partie sud du canton de Morin, concernant l'adoption et la publication des règlements en français et en anglais. Considérant les articles 4 et 5 de la loi sur les compétences municipales en matière de culture et d'édiction de règles générales. Considérant que la coexistence harmonieuse des communautés francophones et anglophones est une caractéristique fondamentale de la municipalité. Attendu que la loi sur l'organisation territoriale municipale et le code municipal ont remplacé l'acte de 1855 sans pouvoir au remplacement de son article 16, mais sans en restreindre les pouvoirs du Conseil en cette matière. Considérant l'article 133 de la Constitution du Canada, attendu que la Charte de la langue française, en vertu de l'article 29.1, a octroyé un statut bilingue à la municipalité en 1977. Attendu que le Conseil souhaite préserver le caractère fondamental bilingue de la municipalité. Attendu que le gouvernement du Québec a déposé à l'Assemblée nationale le projet de loi 96, loi visant à réformer la Charte de la langue française et à remettre en question le statut bilingue de la municipalité et de celui de l'ensemble des autres villes dans la même situation légale. Considérant que ce projet de loi, par son entrée en vigueur, permet à l'Office de la langue française de demander à la municipalité de requérir, par résolution, le maintien du statut octroyé par l'article 29.1 de la Charte de la langue française ci-haut citée. Considérant qu'en vertu de l'article 29.2 de la Charte de la langue française, l'Office québécois de la langue française a fait parvenir à la municipalité, qui en accuse réception le 12 décembre 2022, un avis relatif aux données des mots linguistiques signalant que la municipalité ne remplit plus la condition fixée par l'article 29.1 relativement à la majorité des citoyens d'expression anglaise. Attendu que cet avis a été publié le 14 décembre 2022 conformément à la loi au règlement 619-2021 sur les modalités de publication des avis publics et au règlement 623-2021 sur le caractère bilingue de la municipalité, il est proposé de proclamer l'intention du conseil municipal et de la municipalité d'exercer les prérogatives prévues au projet de loi 96 quant au statut bilingue prévu à l'article 29.1 et de réclamer le maintien intégral de celui-ci au nom de tous les citoyens francophones et anglophones de Montréal, de maintenir la reconnaissance actuelle de la municipalité en vertu de l'article 29.1 de la Charte de la langue française, de faire parvenir copie de cette résolution à l'Assemblée nationale du Québec, au ministre responsable de la Charte de la langue française, à la ministre responsable de la région des Laurentides et aux députés de cette même Assemblée nationale, à la MRC des Pays d'en haut et à l'ensemble des municipalités de la MRC. Si vous me permettez, membre du Conseil, je vais le lire en anglais aussi. Since the municipality wishes to maintain recognition of the status of recognized organization within the meaning of the Charter of the French language, considering Section 16 of the Municipalities and Roads Act of 1855, the act creating the municipality of the southern part of the township of Morin, concerning the adoption and publication of bylaws in French and in English, considering Sections 4 and 5 of the Municipal Powers Act regarding culture and the enactment of general rules,
Whereas the harmonious coexistence of the French and English-speaking communities is a fundamental characteristic of the municipality. Whereas the Act respecting municipal territorial organization and the municipal code have replaced the 1855 Act without providing for the replacement of its section 16, but without restricting the powers of council in this matter. Whereas section 133 of the Constitution of Canada, whereas the Charter of the French language under section 21.9 granted bilingual status to the municipality in 1977. Whereas council wishes to preserve the fundamental bilingual character of the municipality. Whereas the government of Quebec has tabled in the National Assembly Bill 96, an act to reform the Charter of the French language and to call into question the bilingual status of the municipality, and that of all other states in the same legal situation. Considering that this bill, by its coming into force, allows the Office de la langue française to ask the municipality to request by resolution the maintenance, or I think it's the maintaining, of the status granted by section 29.1 of the aforementioned Charter of the French language. Considering that pursuant to section 29.2 of the Charter of the French language, the Office québécois de la langue française sent to the municipality, which acknowledged receipt on December 12, 2022, a notice relating to demolinguistic data, that's what the word, indicating that the municipality no longer meets the conditions set out in section 29.1 with respect to the majority of English-speaking citizens. Whereas this notice was published on December 14, 2022, in accordance with the law, the Public Notice Procedures Bylaw 619/2021, and the Bilingual Bylaw 623/2021, it is proposed that the preamble be made an integral part of the present law, and to declare the intention of the municipal council and the municipality to exercise the prerogatives provided for in Bill 96 with respect to the bilingual status provided for in section 29.1, and to demand that it be maintained in its entirety on behalf of all the French and English-speaking citizens of Morin Heights, to maintain the current recognition of the municipality under section 29.1 of the Charter of the French language, and to send a copy of this resolution to the Quebec National Assembly, to the minister responsible for the Charter of the French language, to the minister responsible for the Laurentian region, and to the members of Parliament of this same National Assembly, to the MRC des Pays d'en Haut, and all the municipalities of the MRC. Members of council, est-ce qu'on pourrait faire ça de façon unanime? Oui. Merci beaucoup tout le monde. On l'a pas eu en caucus, c'est pour ça qu'on l'a eu tout de suite après. C'est pour ça qu'on passe dessus. Bon. Et donc, membres du conseil, y a-t-il des questions? Non. Ça va? Donc, on passe aux questions de la salle, comme d'habitude. Donc, là, on va le mic. Good evening. Good evening. As 2022 draws to a close, I'd like to thank the council for all their hard work this year, and especially the employees with respect to the new urbanism plan, and especially Jennifer Duran, who's done a remarkable job. I think the community is very fortunate to have an urban planner as an employee, and it would be nice if all municipalities had urban planners on staff. I hope that some of my suggestions and those of others have been taken into account. The resume that you made on the zoning changes and any changes that have been made to the urbanism plan after the consultation, is that going to be posted, or do we have to read the No, everybody that sent requests to change something on the urbanism plan after the public consultations, you'll be getting a written answer from council on all of your requests. If we took What about requests of other people? In other words, some of the changes that you mentioned for the zoning map, Yeah. is that going to be available so that I know what the changes are? You can ask us any question you'd like to ask about the changes. The resume is basically what Jennifer did in her presentation. But any request that you did, we're going to be answering each person directly on their own requests. We're not going to be putting all the requests of everyone to every person. Okay, but what you read for the zoning changes, Yeah, is that, that's basically a resume of what's been done. okay, is it possible to see that, or? Sure, absolutely. Okay. Yeah, we can publish that on the Okay. the text that Jennifer did. And I didn't understand what Mr. Lepine was saying about a referendum. Yeah, there's two bylaws that are subject to referendums. So there will be public notices for the lotissement and the zoning bylaws. And people that wish to take those bylaws to a referendum have to submit.
So it's, After what? have to sign or register, Oh, okay. and if there's enough signatures, then the bylaws go to a referendum. But if there's not enough signatures, they are adopted. Okay, so do we have to wait for the MRC to approve it, or the new urbanism plan, or the ones that are being sent to the MRC? Yeah. Is that gonna be posted so we can look at it, or? The ones that are sent to the MRC, we are going to, now that the bylaws are adopted, we are going to put an updated version on the website. Okay, Or there'll be paper ones at the town hall also, people who like to consult paper. Okay, We're gonna have a couple copies, you can go read if you. okay, But it's also going to be bilingual, Yes, okay, Yes. and translate. so there will be an English version as well. okay. But the question is pertinent. La signature de registre et la consultation pour la MRC, c'est en même temps? En même temps. ou un après l'autre? En En même même temps. temps. Okay, so it's gonna be, yeah, the bylaws sent to the MRC, they're gonna be sent to the MRC right away, starting tomorrow, so they can get to work on them. And in the meantime, we're gonna be starting the procedure for the register. So if people wanna look at the bylaws, they can look at them and decide if they think they should go to referendum or not. Okay, thanks. I'd also like to thank the municipality for the idea of submitting a private bill to the National Assembly concerning servitudes. So I hope that's going to bear fruit. I think, well, I was speaking with our deputy this morning, and they're supposed to be putting it through, so in this parliamentary session. Okay. And then finally, I'd like to thank the municipal staff for charging a developer who committed environmental infractions in Warren Heights, according to an article in the journal d'Accès aujourd'hui. The fine for one of the infractions was $2,000. And the other infraction apparently was dropped. Now, in such cases where you have, for example, illegal cutting of trees in protected areas, or putting fill on a shoreline, or filling in wetlands, etc., as discussed at the last public consultation, the fines are ridiculously low. The fines in the new bylaw are higher than the old. Are they? Yes. Because I understand the fines are set by the provincial government. For cutting trees, there is a maximum. We put all fines to the maximum, and they weren't at the maximum in the old bylaw. Oh, okay, all right. So my question is, are there other sanctions that can be placed on those who commit such infractions, such as permits being withdrawn, obligatory restoration of damaged habitats, etc.? I know with respect to the trees that they can be charged for the number of trees, etc., but are any other sanctions applied? Any other sanctions? I'd have to check with Jennifer and go. I'm not 100% sure. I'll get back to you on that. Okay. I can't answer that. Because a developer could just do what they want and get a little fine, and then that's just a business That's what's expense. happening. Yeah, but normally they shouldn't be able to do that, and I think the permit will be revoked if something happens in that Okay. sense. I just don't want to give you a wrong answer this evening. Okay. So I'm just wondering if I can make a suggestion. Is it possible for the municipality to bring up the issue of municipal fines being too low with the MRC in order to deter individuals from committing infractions to either municipal, provincial bylaws or regulations, and perhaps what you did with the private members bill might be a solution? Or should I write my member of parliament and complain about the low fees? Well, for sure, everything helps, but the right venue for that is the FQM, the Fédération Québécoise des Municipalités. Okay. We do all our representations at the FQM, and they are like the municipalities union who represents us at the government level. So yes, I can bring that up for sure, and we've already brought it up many, many times at other FQM meetings, and the government doesn't seem to want to move, but we're going to keep fighting. Yes, If somebody builds something without a permit, what is the fine for that? you can demolish their house. But they don't get a fine? Well, they Well, demolish the they get a house. fine. Yeah, I know. That's another. That's pretty much a big fine. Yeah. It's a pretty big. Because I know in some municipalities in Ontario, if you build something without a permit, there's a $50,000 fine. And you have to tear it down. Yeah, I don't think that's applicable in our law, but at least we can tear the house down. There's one in Saint Sever, there's a case right now that's in front of the courts, where Saint Sever actually is asking for a house to be torn down. The house has been here for 3 years. That's the one on the cliff? Yeah, it was on the slope, it was too high, so they're in court right now asking the court to give them permission to tear it down. Okay. So it has happened, right? Okay, thank you. Thank you. Good
Antoinette Séguin. J'ai quelques petites questions à propos du réseau plein air. Oui. Est-ce que le pavillon Montfort va être ouvert cet hiver? On sait qu'il y avait eu des... Le pavillon Montfort appartient à la municipalité de Wentworth-Nord. Est-ce que le pavillon va être ouvert? Je ne pense pas. Je pense que Parce la que municipalité c'était de notre seul MRC, refuge MRC. pour le réseau de ski de fond dans Moronette. Ça appartient à la MRC, en fait, vous avez raison, mais c'était opéré par la municipalité de Wentworth-Nord. Je sais qu'il y a des litiges entre la MRC et Wentworth-Nord présentement, puis je ne peux pas vous répondre s'il va être ouvert ou non. En tout cas, on aimerait bien que ça soit ouvert. Sinon, on avait demandé la possibilité d'installer minimalement des toilettes chauffées là-bas. Ben, minimalement, Partout, oui. parce que Wentworth-Nord ne semble pas vouloir faire grand-chose. Fait que, Mais vous ne pourriez pas mettre un patrouilleur là, puis... Oui. mais on ne veut pas qu'ils gèlent non plus dehors. Non, mais Ouais. qui aurait accès, qui pourrait ouvrir le local, puis... C'est parce que le local appartient à la MRC. Hein? Oui, puis la MRC, vous ne voulez pas que ça soit ouvert? Mais c'est pas la MRC, parce qu'il y a une entente conjointe d'utilisation du local avec la MRC et la municipalité de Wentworth-Nord. Il y a eu des ententes avec l'église dans le temps, quand ça a été transféré. Et originalement, la MRC l'opérait, avait donné un contrat au coop des Quatre Pôles. Suite à ça, la municipalité de Wentworth-Nord est en chicane avec le coop des Quatre Pôles, donc ils voulaient l'opérer eux-mêmes. Donc la MRC a fait un contrat avec la municipalité de Wentworth-Nord. Et avec la nouvelle mairesse cette année, elle n'avait plus opéré du tout à cause que ça coûte trop cher. Donc, je sais pas quoi vous dire au niveau de ce dossier-là. C'est on complexe. compte sur la municipalité pour essayer de... Nous autres, c'est sûr qu'on va essayer de. Nous autres, on trace déjà chez eux. Hein. On trace chez eux, on trace à Saint-Adolphe. Sinon, ben, on pourrait toujours construire un autre refuge ailleurs sur le territoire de Montréal. Potentiellement dans le temps, là, mais j'aimerais autant mieux essayer de garder le bâtiment qu'il y a là. Je pense que la municipalité de Wentworth-Nord tente d'acquérir le bâtiment auprès de la MRC, ce qui m'inquiète un peu. Mais le bâtiment, il faut qu'il ouvre, c'est une église également. Alors, il y a toujours une messe là, le dimanche matin. Juste les dimanches, mais je pense qu'il y en a de moins en moins des messes. Je ne sais pas, je pense pas qu'il y en a tous les dimanches. Autre question au niveau du réseau plein air. Est-ce que les deux sentiers Éco et Pioneer qui passaient sur les terrains de Sébastien, la partie qui a été fermée l'année dernière, est-ce qu'on a espoir qu'un jour ça va reconnecter, qu'on va pouvoir faire les boucles? Tous les sentiers qui sont sur les terrains qu'on va acquérir vont être ouverts. Oui, mais je pense que la description que vous avez faite tantôt, c'est pas sur les terrains de Non, c'est pas sur les terrains. Je sais pas, il faudrait vous montrer sur une carte les sentiers, puis il faudrait vous informer mieux. Ouais, c'est le sentier qui part du chemin du lac Éco puis qui s'en vient jusque... Ah, il y a deux autres terrains. C'est pas le terrain qu'on non. Ça, ce terrain-là, il appartient encore à la famille Basler. Il y a un 16 ans en arrière. Suite à ça, il y a un autre terrain qui appartient à Mme Lucan, entre les deux. Mais nous, c'est vraiment juste les terrains qui sont ici qui Parce que c'était des boucles intéressantes pour la raquette et le ski nordique. Ben, nous autres, on continue à croire qu'éventuellement, M. Basile va pouvoir subdiviser ce terrain-là qui est de l'autre côté. Puis à ce moment-là, ben, on va prendre un sentier en frais de marque. Donc, éventuellement, oui. Est-ce que ça se discute à chaque année, l'accessibilité des sentiers? Oui. Donc, cette année, est-ce que vous en avez discuté, là, ces sentiers-là qui sont fermés? Avec M. Basile, non, on a discuté d'autres choses. Hein. OK, ben oui, je vois ça. Okay, non, on n'a pas bon. discuté directement de ça, mais M. Charbonneau pourrait vous informer peut-être. OK. Ensuite, au niveau de la protection du couvert forestier et puis des sentiers qui passent dans la forêt, vous avez dit qu'il y a une cible de 30% de protection à terme 2030, c'est ça? Bien, ça, c'est Québec qui a dit ça. Oui, mais la municipalité aussi. Nous autres, on vise ça également. On a parlé de ça au niveau du conseil. Présentement, on est à 14 M. Lupin, si je me trompe pas. Et oui, effectivement, je pense que ça serait une cible à atteindre. On va tendre vers ça, mais il y a toujours des capacités financières limitées que la municipalité a. Je pense qu'on va l'augmenter, le pourcentage, avec l'achat des terrains de M. Basler. Okay. Il y a d'autres terrains aussi. On parle du terrain de Lac-Mode qui va être fait en donation écologique à la municipalité également. On va acquérir ce terrain-là aussi pour $1. Puis oui, on essaie toujours de conserver le plus possible les sentiers qu'on est capable de conserver. Ah ben, pour revenir aux deux sentiers que je parlais tantôt, Éco et Pioneer, ils sont quand même ouverts jusqu'au chemin du lac Éco. On pourrait toujours revenir à pied si on est en crampon. Je présume que oui, mais je pense qu'il y avait une contrainte de l'autre côté du chemin du lac Éco aussi. Il me semble que j'avais vu quelque chose passer. Je vais vous envie de vous jaser avec M. Charbonneau. Il va OK, c'est bon. OK. Ouais. Je reviens à la protection du couvert forestier. On sait que vous avez embauché une firme, l'Institut de territoire, qui j'aimerais que vous me donniez un peu plus d'explications sur le mandat qui est donné à cette firme-là, puis est-ce qu'ils vont nous aider pour déterminer les
territoires qu'on veut protéger pour Yes. atteindre la cible de 30 Alors, le mandat de l'Institut des territoires, c'est la délimitation et l'identification des milieux humides et hydriques. Donc, Seulement. ça, c'est leur mandat. Puis, on va intégrer les couches que les autres vont nous dire dans notre matrice. Mais pour leur mandat, c'est pas d'aider dans la conservation. Donc, il n'y a pas de rapport pour le couvert forestier avec eux autres. Il y a des cibles, si je ne me trompe pas, au niveau des arbres. Des arbres. Ils font une Vraiment, Ils vont identifier les Une documents caractérisation anciens. environnementale. Ouais, Ouais. c'est ça. Caractérisation Donc, environnementale. Mais Moi, on je peut pense que transmettre ça le va mandat. moi, je pense que ça va nous aider à voir qu'est-ce qui est de l'intérêt sur le Mais territoire. vous, c'est plus une question de préservation des sentiers, pas de préservation des forêts. Non, ben c'est préservation des sentiers qui passent dans des forêts, donc préservation des forêts. C'est le comité forêt. Ouais, c'est ça. Le comité forêt a demandé ça. Mais le mandat, il n'est pas directement relié au sentier. Non. D'accord. Puis une autre question un petit peu plus précise au niveau du domaine Beaulieu. Le terrain que la municipalité devait acheter, est-ce que c'est fait ou quand ça va être On a fait? donné le mandat à notre notaire, OK. donc c'est en voie de se faire. OK. Donc ça devrait être fait en cours de 2023. Oui, en C'est 2023. pas on devrait la- mentionné au niveau des prévisions budgétaires, ça passe dans les. Ça passe dans le frais de parc. Dans Donc, les on a un frais de fonds de parc, parc. donc, On a un fonds de parc qui a un montant assez pour acquérir ce terrain. Bon, ça Et va j'ai aussi. demandé également aux gens de Super de vous contacter pour faire la délimitation par GPS Puis du qui sentier devrait du être marché. quand à peu près? Super, il ferme, pour moi, la semaine prochaine, ça va être début En janvier. janvier? Ouais. OK, bon, on est prêt. Parce que Pierre-Antoine, il est encore dans le congé de maternité. Je pense qu'il est paternité, excuse. C'est un trans. Merci. Vas-y. Ah, Si madame, vous voulez y aller, je parle. Il n'y a pas de presse. Ulrich Margassi encore. En fait, j'ai quelques petites questions aussi. Vous savez, je vous en ai parlé plusieurs fois, vous avez refait la rue Belle-Île. J'espérais voir du marquage sur la rue parce que c'est bien si la rue peut être partagée. Ouais. Et en fait, il n'y en a pas. Et on a je- essayé, j'ai été mesurer les largeurs de la rue Belle-Île pour voir si on était capable de mettre quelque chose au niveau du déplacement piétonnier. On va regarder ça un petit peu plus proche avec notre directeur des travaux publics l'année prochaine. Mais Parce vous que savez, mon On point, a c'est fait le vraiment chemin le plus juste. large qu'on pouvait. C'était pas de le grandir, mais d'informer les gens que la route peut être partagée. Ben, Donc, d'accord. de marquer un vélo à terre, ça fait comprendre à l'automobiliste qu'il y a possiblement quelqu'un qui partage la route avec un mode différent que la voiture. Effectivement, c'est une excellente idée, puis ça va être fait au courant de l'été prochain. OK. Ensuite, mon autre point, vous avez parlé qu'on aurait un petit surplus. Je me demande si la municipalité a des plans pour l'utilisation de ces fonds. Ben, à chaque année, si vous consultez notre plan triennal d'immobilisation, il y a beaucoup plus de dépenses que de surplus. Cette année, on a utilisé une portion de surplus pour pallier au budget, hein, pour aider les gens qui ont un petit peu plus de misère financièrement. Mais il n'y a pas d'affectation du surplus présentement à part du 400 000 qui s'en va au budget. Dernière question, plus difficile peut-être. J'aimerais que vous me clarifiez les modifications au règlement qui ont fait suite à la consultation. Les modifications du règlement, il y a 2 secteurs qui étaient originalement REC, qui sont devenus agroforestières, suite à des demandes des gens du secteur. Il y a eu, quoi d'autre? Il y a eu... Oui, c'est le secteur de zone commerciale qui a été modifié un peu le long de la 329. On a considéré la densification du centre urbain pour permettre certains logements sociaux. On a travaillé là-dessus. À part de ça, écoutez, il faudrait vraiment qu'on s'assoie avec Jennifer que je puisse. Et les bandes riveraines, où il y a eu plusieurs Les bandes riveraines ont été oppositions. déterminées à 15 mètres. Donc, vous avez conservé ce que vous aviez planifié parce que Ouais. c'était à 20 mètres. Ouais. Vous réduisez à 15. Exactement. Les gens se sont opposés, mais vous restez quand même Ben, certains sur gens la sont position. opposés, puis beaucoup de gens voulaient que ça demeure à 15. Ceux qui sont déjà en bordure des lacs et rivières voulaient que ça demeure à 15. Donc, on a décidé au niveau du conseil de mettre ça à 15. Même fois? Oui, je me demandais si ce serait possible d'avoir une copie de ce que vous avez à côté de vous. Absolument. Les amendements qui ont été faits au changement de zonage. Mhm. Est-ce que je pourrais en avoir? Là?
Ouais, mais ça, c'est pas le bon, là. C'est un vieux, Ça, c'est un vieux copie. Mais On va vous- C'est ce qui était imprimé ici sur Oh, oui, le absolument. l'ordi On peut de vous donner ce ça à Ça va être Frédéric. On va vous imprimer une Ça va copie. être publié à l'interne. Puis, juste une autre chose aussi, c'est une suggestion, mais peut-être avec ce que madame, les points que madame a apportés. Vu que quand on parle de conservation de sentiers et tout ça, au niveau plein air, on sait que Mornex offre énormément de kilométrage de sentiers et tout ça, mais la plupart sont sur des terrains privés. Ouais. Puis, ce qu'ils ont fait à Saint-Donat, c'est super bien fait, puis il y a plein d'endroits que c'est fait comme ça, pour conscientiser les gens que sont... C'est beau de pouvoir garder les sentiers, mais je veux dire, c'est sur des terrains privés, alors. Il faudrait que ça soit que vous dépensiez un petit peu de sous, là, puis Mais on a faire faire des enseignes. On a posé plein de pancartes cet été dans le fort qui ont été Ben, fournies écoute, par moi, le je suis dans la forêt tout le temps, Ouais. puis il n'y en a pas beaucoup de pancartes. Ça devrait être indiqué, vous entrez sur une propriété privée. pense S'il qu'on a vous eu une plaît, centaine. respectez-la. Ben, je pense qu'on a eu une centaine, justement, de pancartes qu'on a posées cette année. C'est sûr qu'on peut toujours en poser d'autres. Parce que je pense que ça serait vraiment important Ouais. pour éduquer les gens. Absolument. Vous avez Parce 100% que- raison. Puis il faut que Tu les sais, gens moi, je me suis fait respectent dire les 150 000 fois, Madame, la forêt appartient à tout le monde. Ouais. Pas Pas de- vraiment. Voulez-vous payer mes taxes? Voulez-vous payer mes dépenses? Exact. Je vous avais fait une suggestion aussi, là, 4-5 ans, vous m'avez dit que c'était une très bonne idée. Les gens qui sont propriétaires de terrain et qui donnent des droits de passage pour des sentiers, Ouais. vous devriez, en calculant la quantité de mètres carrés, tout ça, peut-être nous offrir une réduction de taxes. Moi, je pense pas que c'est légal qu'on n'a pas le droit à ça. Je pense qu'on n'a pas le droit. Parce que vous à autres, ça. vous bénéficiez, je veux dire, vous prenez des passes de saison, vous avez un revenu, tout ça. Vous avez un revenu parce que vous utilisez nos terrains à nous. Alors, je ne verrais pas pourquoi nous, on ne pourrait pas avoir de... Mais le revenu, Qu'est-ce que vous nous offrez pour ça? le revenu, il faut vraiment savoir que ça paye uniquement, puis même pas les dépenses des pisteurs, et ainsi de suite. Là. Tu sais, on ne fait pas un gros profit avec ça. Donc, même on fait un déficit à chaque année avec ça depuis à peu près 40 ans. Ce n'est pas un money maker, les lois qu'on récolte de ça. Moi, je pense que les sentiers sont un bien commun, patrimonial. Et je pense que les gens, il faut qu'ils soient sensibilisés à ça. C'est sûr que nous autres, c'est quasiment rien. On offre des passes gratuites aux gens qui laissent passer les sentiers. Oui, mais ça ne vaut plus rien parce que les résidents de Mornex, maintenant, Ben, à cette heure, toutes oui, les on activités- est encore plus généreux parce qu'on donne à tout le monde, là, que ça coûte moins cher. Mais écoute, on réfléchit à ça, puis on essaie de voir comment on peut récompenser les gens qui laissent Parce passer. que, tu sais, nous, on est content de donner des droits de passage à nos propriétés, mais il faudrait être respecté aussi. Ça, c'est un gros problème maintenant, surtout avec l'avenue des vélos de montagne et des fat bikes. Ça, c'est l'enfer. Vous avez raison, on est conscient de ça, puis on va réfléchir à ça. Merci. Il y a une autre chose, juste pour continuer sur les sentiers. Ouais. Le réseau de Moronègue ne passe pas juste à Moronègue. Il passe à Wentworth-Nord, il passe à Saint-Adolphe un peu. Puis il y a des terrains qui sont des terrains privés dans ces municipalités-là. Donc, fait que, je ne sais pas s'il y aurait quelque chose à faire au niveau de la MRC pour... Ben, il y a un organisme qui s'appelle la SOPER. Oui, je sais, je connais très bien la SOPER. Eux autres sont responsables de coordonner tous les sentiers un petit peu plus grands à l'intérieur de. Tu sais, qui déterminent plusieurs municipalités, qui sont situées sur plusieurs municipalités. Vous êtes à la SOPER, vous aussi? Je suis administrateur pour la première fois cette année à la SOPER. Et je commence à Est-ce comprendre qu'il y a les quelque chose qui se passe au niveau de... Présentement, le SOPER travaille plus sur les sentiers patrimoniaux. Tu sais, on parle des sentiers qui ont été établis dans les années 20, 30, 40, 50, qui essaient de pérenniser ces sentiers-là. En parallèle à ça, ils travaillent sur un lien entre le parc linéaire et la municipalité de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Donc ça, c'est un autre lien avec le parc linéaire. Il y a beaucoup de dossiers locaux, comme chez vous, que le SOPER travaille. Mais le SOPER, ça ne gérerait pas dans... Il nous conseille, mais ça ne gère pas dans les gestions municipales ou des sentiers. Mais est-ce qu'au niveau de la MRC, le fameux 30 de conservation du territoire forestier va s'appliquer à toutes les municipalités, d'après vous? Ça dépend de la volonté de chaque conseil municipal. Ce n'est pas une obligation, le 30 Oui, mais- c'est un objectif. Okay. Puis même nous, je vous dirais, on essaie de conserver le plus possible, mais 30 à moins que les gens commencent à faire des dons écologiques à grande échelle, c'est quand même assez difficile. D'atteindre 30 de superficie de conservation, c'est très difficile. Mais le don écologique, une personne qui a un grand terrain, qui habite, qui a sa maison dessus, je connais un cas à Sainte-Agathe, là, le parc de M. Goudou. Là. OK.
son terrain est devenu une réserve écologique. OK? Apparemment, que ça fait une réduction de taxes pour le propriétaire qui a Ça, c'est intéressant pour des gens qui font beaucoup de revenus, hein, qui ont besoin de ces crédits de taxes-là. C'est pas tout le monde qui a besoin de ça, parce que tout ce qu'on peut faire, nous, au niveau du droit écologique, c'est d'offrir Mais là, c'est pas un don. un reçu pour taxes. Son terrain est encore à lui, mais il est déclaré réserve écologique. Je sais pas comment ça se fait. Ben, je ne sais pas, j'ai vu des pancartes au Mont-Catherine, c'est marqué qui ont interdit les chiens justement parce que c'est déclaré une réserve écologique. J'ai aucune idée, je connais pas le cas, mais je vais m'informer. Mais informez-vous parce que c'est quelque chose que je pense qu'il existe aussi. On va voir comment ça fonctionne, puis on s'en parlera. OK. Amen. Il y a des réserves en milieu privé, mais il faut qu'ils signent des ententes pour que ça reste en réserve privée en milieu privé. Normalement, ça doit passer par une fiducie. Okay. Et il y a peut-être certaines exceptions. Okay. J'étais curieux, quand on a parlé de la bande de Vérène, on a dit ça occupe moins de l'environnement, mais on veut s'abîmer plus à ce qui est fait ailleurs dans la MRC. Et on apprend qu'il y a des gens qui aimeraient ouvrir jusqu'au bord des lacs et faire des choses. C'est quoi les amendes si quelqu'un ne respecte pas La bande de Rivière? Oui. Les travaux dans la bande de Rivière? Oui. Les peines, je ne sais pas par cœur. Je ne les connais pas par cœur. Il faudrait nous écrire. On va les transmettre. Juste avec parce que Lina vient de dire que c'est un coup que c'est une personne, est-ce que j'ai pensé l'idée qu'on peut demander aux gens de pas non seulement payer une amende, mais aussi restaurer les habitats ou remplacer les arbres, que c'était quelque chose que... Moi, j'ai bien l'impression que c'est déjà le cas, parce que les bandes riveraines ne sont pas juste régies par les municipalités, mais par le gouvernement du Québec. De ce que je sais, pour en avoir déjà fait, pour en avoir déjà restauré, on le restaure. C'est exclu restauré. Ça me semble que c'est logique comme intervention. Pour certaines de ces lois-là, il y a quoi, 48 millions qui restent dans les coffres du gouvernement du Québec pour restaurer, qui ramassent l'argent, mais dans la loi où ils disent aucune perte nette, c'est pas appliqué, donc je me demande si la municipalité, sur ces... peut appliquer pour ces fonds-là, Non. Actuellement, il y a une grande somme d'argent qui a été ramassée. Oui, l'article de journal, il parlait de ça. Oui, 2017, et il ne l'utilise pas pour... je me demande si les municipalités, au moins à Morin Heights, on peut s'assurer que... J'ai bien l'impression que les municipalités n'ont pas accès à ces sommes-là. Non, les MRC. Mais même si on n'a pas, si on exige aux gens de restaurer, c'est parmi les... Moi, je pense que c'est le minimum qu'il faut exiger, honnêtement. Si quelqu'un travaille dans la bande riveraine sans permis, puis... parce que pour aller dans la bande riveraine, pour moi, ça prend un CA du ministère de l'Environnement de toute façon. Nous autres, on ne peut pas permettre des travaux dans la bande riveraine. Si quelqu'un le fait, on le constate, puis je présume qu'on envoie le dossier au ministère de l'Environnement qui va se sévir par la suite. Là, je pense toute réserve. J'ai l'impression que c'est le même, ça va marcher. C'est exactement ça. C'est ça? J'appuie l'idée de s'assurer pour... On restaure. On restaure, et peut-être si on est limité en le coupe d'arbres à $200 par arbre et tout ça, on peut aussi demander que... Une amende de plus. Que si c'est pas une amende, mais une exigence de restaurer, que c'est peut-être un moyen comme ça qu'on peut viser de... Moi, je pense que dans la bande riveraine, c'est déjà le cas. Mais on va le valider et on va vous revenir avec ça. Merci. C'est bon. D'autres questions? Ça va? Monsieur le maire? Monsieur le maire propose à lever de l'Assemblée. J'aimerais souhaiter à toutes et à tous un joyeux Noël, des joyeuses fêtes. Prenez soin de vous, restez loin des urgences et allez dehors. Allez, joyeuses fêtes, joyeux Noël.